Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la sanction de Doctolib par l'autorité de la concurrence. Ce sera dans quelques instants avec Jean-Julien Lemonnier, associé chez Stevenson Harwood. On parlera ensuite de procédure civile avec un zoom sur le décret Magicobus 2 avec David Van der Vliet, avocat et responsable du groupe procédure civile au sein du CNB. Et enfin, on parlera du contrat du joueur e-sportif avec Pierre-Xavier Chomiac de SAS, avocat et fondateur de PCS Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! L'autorité de la concurrence a infligé une sanction de 4,6 millions d'euros à Doctolib pour abus de position dominante sur le marché de prise de rendez-vous médicaux et de téléconsultation médicale. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Julien Lemonnier, associé chez Stevenson Harwood. Jean-Julien Lemonnier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer dans le détail de cette décision, mais avant toute chose, pouvez-vous nous préciser, nous définir ce qu'est un abus de position dominante ? Bien, alors si on veut parler de l'abus de position dominante en le présentant de manière un petit peu imagée, il faut se dire que l'abus de position dominante, c'est un petit peu comme dans Spider-Man. Dans Spider-Man, on nous dit, quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités. Eh bien, traduit sur la notion d'abus de position dominante, ça veut dire qu'à partir du moment où on est puissant sur un marché, où on a un fort pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Alors, d'un point de vue juridique, ça veut dire quoi ? Alors, d'un point de vue plus juridique, pour caractériser un abus de position dominante, il faut d'abord caractériser ce qu'on appelle un marché pertinent. Le marché pertinent, il a deux dimensions. Il a une dimension de produit, à proprement parler, et une dimension géographique. La dimension de produit, on va regarder si un produit est substituable à un autre. Et donc, il y a pas mal de précédents. On s'est par exemple interrogé sur est-ce que les capsules de café étaient substituables à du café café filtre. On s'est interrogé sur est-ce que le Roquefort est substituable à un autre fromage. Et donc, il y a cet aspect produit. Ensuite, il y a l'aspect géographique. Et donc, on a parfois des marchés de dimension mondiale. Et puis, on a parfois des tout petits marchés géographiques. On pense notamment aux zones de chalandise dans le commerce de détail. Donc, on a ce marché et dessus, on va identifier les forces en présence et en particulier donc, les parts de marché. Et une fois qu'on a caractérisé qu'un opérateur était dominant, en soi, ça n'est pas problématique. Avoir de grands pouvoirs, en soi, ça n'est pas problématique. Qu'est-ce qui est problématique alors ? Ce qui est problématique, c'est d'en abuser. Et là, il faut regarder les textes. Donc les textes, en l'occurrence, c'est l'article L420-2 du Code de commerce et l'article 102 du traité, qui nous offrent un panorama des pratiques qui peuvent être problématiques. Simplement, le texte ajoute un notamment, et donc ces listes ne sont pas exhaustives. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple un refus de vente. Ça peut être le fait d'imposer des prix à ses clients ou fournisseurs. Ça peut être le fait d'imposer des prix discriminatoires. Par exemple, il y a tout un éventail de pratiques qui peuvent être problématiques. Par exemple, encore des ventes liées, ce qu'on appelle des ventes liées, c'est-à-dire de conditionner la disponibilité d'un produit à l'achat, par exemple, d'un service. D'accord. On va revenir sur la décision en elle-même Doctolib. Quels sont les faits qui sont reprochés à Doctolib ? Alors, il y avait trois types de pratiques qui ont été sanctionnées par l'autorité de la concurrence. D'abord, il y avait une problématique de ce qu'on appelle des clauses d'exclusivité. C'est-à-dire que pour les praticiens, pour les médecins, ils n'avaient pas la possibilité, s'ils souscrivaient au service de Doctolib consultation, c'est Doctolib. S'ils souscrivaient à Doctolib patient, ils ne pouvaient pas souscrire à d'autres services concurrents. Et donc, c'était une manière pour Doctolib de garder captifs ces praticiens. L'autre pratique, c'était une pratique de vente liée. C'est-à-dire que si vous vouliez pouvoir avoir accès au service Doctolib téléconsultation, il fallait au préalable souscrire à l'offre Doctolib patient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une vente liée, et c'est largement établi que quand on est en position dominante, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et puis, il y avait un troisième aspect qui était plus original,
c'est ce qu'on appelle les killing acquisitions. Et en l'occurrence, c'est le fait pour Doctolib d'avoir acquis en 2018 son concurrent Mon Docteur. Et donc, alors là, il y a eu toute une saga en droit de la concurrence ces dernières années sur comment on arrive à sanctionner ce qu'on appelle les killing acquisitions. Et l'autorité de la concurrence, prenant appui sur la confirmation d'une vieille jurisprudence qui s'appelait Continental Can, en l'occurrence l'affaire Towercast, a appliqué ici sa possibilité de pouvoir analyser des opérations de concentration sous l'angle de l'abus de position dominante, alors que les opérations de concentration en question ne relevaient pas du contrôle des concentrations, puisqu'elles ne passaient pas ce qu'on appelle les seuils de notifiabilité. D'accord. Alors, pour bien comprendre, comment elle a caractérisé l'abus de position dominante de Doctolib? Alors, il y avait 2 marchés qui étaient concernés. Et là, je vais juste lire la décision parce que la manière dont elle a caractérisé les marchés, chaque mot compte. Et à mon avis, alors Doctolib a déjà indiqué qu'il porterait l'affaire devant la Cour d'appel. Et sur la question de la définition de marché, à mon avis, les débats vont être intéressants. Donc, il y avait 2 marchés qui étaient concernés. Donc, c'est le marché des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et l'autre marché, c'était celui des solutions technologiques dédiées permettant la réalisation de téléconsultations. Et donc, ce qu'a fait l'autorité de la concurrence, c'est qu'elle a regardé quelles étaient les parts de marché respectives des opérateurs sur ces 2 marchés. Et elle a constaté que pour le premier marché, celui de la prise de rendez-vous médicaux, Doctolib avait des parts de marché au moins de 50% sur la période. Et parfois beaucoup plus. Et sur l'autre marché, celui des solutions technologiques dédiées à la téléconsultation, on était à au moins 40%. Et d'accord, comme le reste de l'offre était un peu parcellaire et émietté, comme par ailleurs, c'est les marchés bifaces, on avait d'un côté des patients, et donc c'est vraiment une population qui n'est pas du tout massifiée, et de l'autre côté, on avait des praticiens. En réalité, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de capacité de compenser cette puissance de Doctolib sur ces marchés-là, et donc c'est comme ça qu'on a établi l'existence d'une position dominante. D'accord. Alors, on a vu comment l'autorité de la concurrence caractérisait l'abus de position dominante. On va en venir sur la sanction de 4,6 millions d'euros. Pour vous, comment vous analysez cette sanction? Alors, dans l'absolu, le montant n'est pas si élevé. Il faut avoir en tête que l'autorité de la concurrence, en 2024, elle a imposé un montant d'amende totale de 1,4 milliard. Et si on prend un petit peu de recul sur les 10 dernières années, on est sur des montants de 750 millions d'euros par an en moyenne. D'accord, donc c'est à relativiser par rapport au voilà. montant. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. D'abord, le montant d'amende imposé, il s'appuie sur la valeur des ventes. D'une certaine manière, le chiffre d'affaires de l'entreprise en question. En l'occurrence, on n'a pas les chiffres parce qu'ils sont dans la décision, ils sont biffés, mais on imagine à peu près le chiffre d'affaires que peut réaliser Doctolib. On n'est pas non plus sur des montants comparables à ceux de Google, de Apple, qui sont entre guillemets des bons clients des autorités de concurrence et qui prennent parfois des amendes d'un montant qui peuvent toper le milliard, voire plusieurs milliards. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a un élément qui tient aussi à un des griefs qui est celui sur les killing acquisitions. Comme il y avait une incertitude juridique selon l'autorité, elle a appliqué une espèce de forfait juste de 50 000 euros sur cette pratique-là. Et donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, dans la mesure où il n'y aura plus cette incertitude juridique, elle pourrait, s'il identifie d'autres killing acquisitions, frapper un peu plus fort. D'accord. Elle pourrait être plus sévère à l'avenir. On imagine qu'elle sera plus sévère à l'avenir. Oui. Pour finir, qu'est-ce que ça envoie comme signal aux acteurs de ce secteur? Alors, en fait, ça envoie un signal, à mon avis, un petit peu plus large sur l'appréhension, en particulier justement de ces acquisitions prédatrices. Parce que, le sujet des clauses d'exclusivité, le sujet des ventiliers, c'est des sujets qui sont très balisés. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le sujet des acquisitions prédatrices, c'est vraiment un thème récurrent aujourd'hui dans l'actualité durant la concurrence. Et depuis l'affaire Towercast, il y a d'autres autorités, en particulier au moins une fois en Belgique, qui ont identifié ce type de pratique. Et là, en France, c'est la première fois que l'autorité sanctionne de cette manière une acquisition prédatrice. Et donc, ça envoie ce signal, mais c'est aussi une source d'incertitude juridique pour les entreprises. C'est-à-dire qu'au moment où
vous vous lancez dans une acquisition, il faut vous interroger sur vos motivations profondes. Et là, c'est intéressant parce que la décision, et ça renvoie par exemple à ce qu'avait pu dire Mark Zuckerberg quand ils avaient acquis notamment WhatsApp, où il indiquait que vraiment il voulait tuer la concurrence et que en fait le moteur profond de l'acquisition, c'était pas le développement, c'était pas les synergies, c'était de tuer le concurrent. D'accord, éliminer la concurrence. Et là, dans la décision, on a des propos assez explicites sur en fait quelles étaient les velléités profondes de Doctolib au moment où cette acquisition a été lancée. Et donc l'autorité indique de cette manière qu'elle n'hésitera pas à regarder ce type d'acquisition sous l'angle de l'abus de position dominante. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Julien Lemonnier. Je rappelle que vous êtes associé chez Stephenson Harwood. Tout de suite, l'émission continue. On va parler procédure civile avec le décret Magicobus 2. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du décret Magicobus 2. Il simplifie la procédure civile, notamment avec la dématérialisation. On fait le point tout de suite avec mon invité, David van der Vlist, avocat et responsable du groupe procédure civile au sein du CNB. David van der Vlist, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de rentrer dans le détail du décret Magicobus 2, pouvez-vous nous présenter ? Oui, alors le Magicobus, c'est le bus magique dans Harry Potter qui se faufile partout. Et donc, en fait, on est dans une démarche de la chancellerie de prendre des textes tous les ans en matière de procédure civile qui simplifient, qui clarifient quelques textes à la marge en fonction des arrêts qui sont tombés. Donc là, on est sur un texte de procédure qui principalement simplifie la dématérialisation, qui est un gros chantier de la justice civile et qui codifie certaines jurisprudences et fait quelques modifications à la marge, en particulier sur la procédure orale. Bon, on a vu ce que c'est maintenant ce décret Magicobus 2. On va rentrer dans le détail de ce texte. Tout d'abord, il y a un certain nombre de mesures qui concernent la dématérialisation. Quelles sont-elles ? Alors la dématérialisation, c'est vraiment un grand chantier de la justice civile, avec l'idée de se coller aux évolutions, mais également de faire des économies aux côtés de la chancellerie sur tout ce qui est affranchissement. Donc on a des évolutions par rapport au recours à cette dématérialisation, en prévoyant certaines mesures, notamment le fait que les justiciables qui se connecteront à la plateforme du justiciable, donc il y a une plateforme en ligne pour que les justiciables puissent se connecter directement et échanger avec les juridictions, une modification importante qui fait que les justiciables qui se connecteront à cette plateforme pour consulter leur dossier consentiront automatiquement à avoir une communication électronique de tous les avis d'audience, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir une certaine vigilance sur les acteurs, notamment toutes les assistantes sociales, etc. Parce qu'une personne âgée, par exemple, qui n'a pas Internet, qui viendrait vouloir consulter l'état de son dossier dans un point d'accès au droit ou dans une médiathèque, en se connectant, consentira de façon irrévocable à avoir tous les avis d'audience, etc., par voie électronique. Une évolution importante là-dessus. Deuxième évolution importante, on pourra dématérialiser l'intégralité des procédures. Donc le greffe pourra tout numériser, les pièces, les conclusions, etc., pour que ce soit entièrement dématérialisé. Et on pourra également dématérialiser de façon plus simple les jugements, qui pourront être donc nativement numériques. Et du coup, vous serez transmis par voie numérique, seront transmis à l'huissier par voie numérique, et c'est l'huissier qui rematérialiserait l'acte pour sa signification. Donc vraiment un chantier important, parce que l'objectif de la chancellerie, c'est à terme que tous les dossiers deviennent purement numériques. Donc c'est simplifier et aller plus vite, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Alors on a vu les mesures qui concernent la dématérialisation. Il y a également des mesures qui concernent la compétence territoriale des mesures in futurum. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les référés in futurum sont les référés 145. C'est la possibilité, avant tout procès, de demander une mesure d'instruction. Ça peut être une communication de pièces, ça peut être une expertise. Enfin, c'est extrêmement large comme périmètre. Et donc là, on a une codification de jurisprudence en prévoyant que le juge compétent territorialement, ce sera au choix soit le juge du lieu où la mesure sera exécutée, soit le juge qui pourrait connaître de l'affaire au fond. Donc ça, c'est une codification de la jurisprudence. Et il y a une deuxième évolution qui est là aussi importante, c'est quand la mesure concernera des immeubles, je sais pas, une expertise sur un immeuble pour des problèmes de construction, le juge compétent, ce sera le juge du lieu de l'immeuble. Et l'idée, c'est qu'il puisse plus facilement se rendre sur place, avoir connaissance des experts locaux, etc., etc. Donc simplifier là aussi les choses avec des règles claires et simples en matière de référé
145. Alors, d'autres modifications à signaler, c'est le cas de la procédure orale où il y a également des nouveautés en la matière. Oui, alors ça, jusqu'à présent, donc en procédure orale, vous avez votre première audience, et si à votre première audience, vous êtes en mesure de plaider, très bien, ça se passe comme ça. Mais par contre, si l'affaire était renvoyée, il fallait que le juge puisse organiser les échanges. Jusqu'à présent, le juge pouvait, avec l'accord des parties, il fallait l'accord des parties, fixer un calendrier d'échange. L'évolution importante désormais, c'est que quand toutes les parties sont représentées par un avocat, là, le juge peut imposer le calendrier, donc sans leur accord, mais également les modalités de communication et d'échange. Et à l'inverse, quand les parties n'ont pas d'avocat, là, il pourra imposer le calendrier toujours, donc là aussi évolution, mais il pourra également, avec leur accord, fixer les modalités d'échange, donc imposer par exemple des conclusions, enfin proposer avec l'accord de la partie des conclusions, ou encore proposer que les dernières conclusions soient récapitulatives et donc que la partie qui n'a pas repris dans son dispositif les dernières évolutions, les dernières demandes renonce aux demandes qui n'auraient pas été reprises. Ce sont des bonnes évolutions pour vous ? C'est des évolutions qui, je dirais, sont de la simplification, vont permettre, dans certains cas, de fluidifier les échanges. Par contre, la vraie difficulté, c'est que parfois, en fait, l'esprit de la procédure orale n'est pas vraiment respecté. C'est-à-dire que quand vous avez des juridictions qui, à la première audience, en fait, font des audiences de mise en état, ça veut dire qu'on ne laisse pas véritablement la chance aux parties d'avoir organisé leurs échanges comme elles le souhaitaient, de plaider sur la base de la façon dont elles avaient voulu mettre en état le dossier, finalement en imposant la possibilité pour le juge d'organiser les échanges dans le cadre d'un renvoi. Alors que ce n'est pas vraiment l'esprit de la mesure, parce que c'est vraiment, si on n'est pas prêt la première fois, que là, le juge a vocation, d'une certaine façon, à reprendre un peu la main sur la mise en état du dossier. Alors, dernières évolutions concernant ce décret, il prévoit des mesures qui concernent les recours en révision. De quoi s'agit-il ? Alors, les recours en révision, c'est vraiment un trou de souris, parce que l'idée, c'est que quand un arrêt est définitif, il est définitif. Là, ça concerne l'hypothèse où vous avez un jugement, une décision de justice qui a été obtenue par une fraude, ou un jugement, une décision de justice qui a été obtenue sur la base d'une attestation ou d'un témoignage qui s'avérerait falsifié, ou une partie qui a vraiment dissimulé des pièces qui étaient déterminantes pour l'issue du litige. Donc quand vous êtes dans cette hypothèse, si vous n'avez pas été en mesure, avant que le jugement soit rendu, de faire valoir ces difficultés-là, on permet de façon un peu exceptionnelle, dans un délai de 2 mois à partir du moment où vous avez connaissance de cette cause, de ce motif, de saisir le juge par voie de citation en demandant une révision de la décision initiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Ce que ce décret prévoit, c'est une obligation à peine d'irrecevabilité de dénoncer la citation au parquet, de façon à ce que le parquet puisse présenter des observations, intervenir. Parce que là encore, il s'agit de préserver les juridictions. Le principe, c'est quand même qu'on s'en tienne à la décision qui a été rendue. C'est vraiment exceptionnellement, dans ces hypothèses limitatives, qu'on pourra revenir pour faire réviser les choses. C'est une bonne chose pour vous ? Je pense que ça peut permettre effectivement de s'assurer que le parquet soit bien dans la procédure valablement. Après, on pourrait imaginer des solutions, d'échanges internes à la juridiction. Parce qu'effectivement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de forcer une partie à dénoncer, là où le greffe pourrait simplement en informer le parquet ? Là encore, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une volonté de faire des économies. Donc, de plus en plus, on impose aux avocats de faire des actes de signification, des actes de dénonciation, etc. Là où avant, ça pouvait se passer parfois de façon plus fluide. Pour terminer, comment vous analysez ces mesures qui veulent être simplificatrices ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je pense que ça simplifie le travail de la chancellerie et des juridictions sur certaines choses. Ça clarifie les règles. Et parfois, c'est mieux d'avoir, je pense par exemple au référé 145 à l'expertise in futurum, c'est mieux d'avoir des règles qui sont écrites plutôt que de devoir aller chercher dans la jurisprudence pour les praticiens. Après, je dirais, il y a quand même des points de vigilance, parce que la dématérialisation, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que dans ce pays, la fracture numérique existe. Et l'exemple que je vous donnais de la personne âgée qui, du coup, voudra voir l'évolution de son dossier, se connecte et derrière se retrouverait à ne pas avoir connaissance des convocations, là, ça pose des vraies difficultés. Donc ça, je dirais, il y a un enjeu important, parce que certes, il faut faire des économies, mais en même temps, il faut préserver les droits des justiciables et avoir conscience des difficultés qui peuvent se rencontrer. On va conclure là-dessus. Merci David van der Vlist. Je rappelle que vous êtes avocat et responsable du groupe Procédure Civile au sein du CNB. Merci beaucoup.
Tout de suite, l'émission continue. On va changer de domaine. On va parler d'e-sport et on parlera du contrat du joueur. L'e-sport connaît une forte croissance et soulève des enjeux juridiques concernant les contrats des joueurs. Pour décrypter ces enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Xavier Chaumiac-Dessas, avocat fondateur de PCS Avocat. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du contrat du joueur dans le domaine de l'e-sport. Tout d'abord, quel est le statut juridique du statut du joueur e-sportif ? Justement, c'est un enjeu très intéressant, car il faut d'abord comprendre qu'il y a deux écosystèmes qui travaillent côte à côte. D'abord, l'e-sport amateur, donc largement représenté en fait par des associations et des joueurs semi-professionnels, et de l'autre côté, les joueurs e-sportifs professionnels qui évoluent dans des conditions particulières. Le législateur, en 2016, a essayé justement d'encadrer ou proposer un cadre légal pour protéger les joueurs e-sportifs professionnels. Si pendant très longtemps, le contrat de prestation de service était la forme historique, parce que très flexible et très adaptable, le législateur a proposé un contrat très inspiré en fait, du droit du sport, avec un contrat à durée déterminée, dans des formes un petit peu allégées. Malheureusement, la pratique a montré que ce contrat est quand même extrêmement Il n'est pas dur. adapté ? En réalité, il est assez mal adapté à l'écosystème financier des clubs, parce que ce sont des charges patronales, parce que ce sont un certain nombre de cotisations. Et donc finalement, aujourd'hui, la réalité est que le contrat de prestation de service est très largement préféré par les professionnels, avec des enjeux délicats, puisque l'enjeu contemporain, en fait, c'est le risque de requalification en contrat de travail, qui est le statut légal de ces contrats de prestation. Après, vous avez des régimes un peu particuliers, notamment pour les joueurs mineurs, où là, à nouveau, on a fait appel assez spontanément aux dispositions qui protègent les mineurs, ou le travail des mineurs, encadrés par le droit du travail, comme les sportifs, comme les enfants sportifs, les enfants forains, les enfants acteurs, les enfants influenceurs depuis les années 2020. Et donc, c'est cet écosystème un peu particulier qui donne finalement au statut de joueur professionnel une situation un peu particulière. Alors, justement, vous parlez d'écosystème, de statut particulier. Nos téléspectateurs connaissent peut-être pas cet environnement. Quelles sont les activités, les prestations des joueurs dans le domaine de l'e-sport ? Tout à fait. Bien. Alors, à nouveau, les situations et les attentes, les prestations que peuvent proposer des joueurs e-sportifs sont extrêmement variées selon les compétitions sur lesquelles on les fait intervenir, les clubs auxquels ils peuvent être attachés s'ils sont justement intégrés professionnels, ou tout simplement pour certains circuits de compétition ou certains événements, ils peuvent intervenir en tant qu'indépendants, non rattachés à des clubs. Et donc, dans les prestations qu'on est susceptible de leur demander, il y a en réalité, évidemment, la participation aux compétitions, mais l'obligation de publier ou de rediffuser, notamment sur les réseaux sociaux, pour toucher les différentes audiences de ces publics, des contenus, ou alors des prestations, on va dire, complémentaires de représentation du club, des marques partenaires à différents événements culturels, du gaming au sens large, donc du jeu vidéo, des réseaux sociaux. Donc, tout ça, ce sont des clauses qui seront insérées dans le contrat du joueur. Tout ça sont des choses qu'on peut en effet demander aux joueurs, et il est vrai que synthétiquement parlant, aujourd'hui, un joueur a 4 casquettes potentiellement cumulées. La première, en effet, la plus simple, participer à des compétitions de jeux vidéo. Deuxièmement, une sorte de casquette d'influenceur, puisqu'il doit créer des contenus qui seront diffusés sur les réseaux sociaux, avec toutes les problématiques de droit à l'image, par exemple. Une troisième qui est celle de... Alors, le terme mannequin est un peu rapide, mais en tout cas de présentation ou de représentation du club et des marques associées. Et une dernière casquette, puisque aujourd'hui, on privilégie largement le statut d'auto-entrepreneur, en réalité, les joueurs professionnels sont des entrepreneurs. Qui doivent intégrer aussi toutes les problématiques qui sont liées finalement à leur statut, la création de leur société, la gestion de leur comptabilité, leur parcours professionnel au sens large, ce qui est en effet quelque chose
à ne pas négliger. Donc on voit qu'il y a 4 casquettes, 3 aspects fondamentaux pour le joueur dans le domaine de l'e-sport. C'est quoi les points de vigilance du coup pour eux? Alors, toutes les clauses sont importantes et mériteraient d'être étudiées, mais on peut mettre en avant d'abord celles qui touchent en fait à la rémunération des joueurs. Est-ce que on favorise une rémunération mensuelle et fixe, qui peut être un élément compliqué si jamais on envisagerait une requalification en contrat de travail? Est-ce qu'on envisage des primes et des bonus liés à des performances au sein des compétitions ou en dehors? Est-ce qu'on envisage un intéressement du joueur sur les performances du club, notamment à l'occasion des compétitions auxquelles il participerait? Est-ce que on intègre aussi la question de la rémunération de ses droits d'auteur, notamment sur son image? Est-ce qu'il y a un usage qui prédomine? Non. Il y a une grande variété. En fait, plus le club évolue dans des sphères et des compétitions ou des circuits de compétition rigoureux et très structurés, plus évidemment les obligations se démultiplient. En marge de la question de la rémunération, vous avez par exemple aussi toutes les contraintes finalement physiques et matérielles. Les joueurs, on met généralement à disposition des joueurs des locaux, du matériel, de l'équipement pour travailler. Il faut évidemment encadrer cette question. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est une location? S'il y a une détérioration, qu'est-ce qui est prévu? Vous avez quelque chose qui vient des États-Unis qu'on appelle la clause cheerleader. C'est quoi? Les joueurs ont une mission quasi perpétuelle de représentation du club. Et donc, il est assez fréquent qu'on intègre dans leur contrat des éléments pour lesquels on insiste sur le fait que n'importe quel comportement qu'ils pourraient avoir pendant les compétitions, pendant leurs prestations, et même en dehors, tout comportement qui nuirait à l'image du club ou de ses partenaires pourrait impacter justement les conditions de prestation dans lesquelles ils évoluent. Donc, c'est extrêmement, ça peut devenir extrêmement rigoureux et extrêmement contraignant. Donc il y a ces contraintes. En définitive, c'est quoi les risques qui sont liés à ces contrats? Alors, je l'ai évoqué, le risque de requalification en contrat de travail. Et nous avons des premières décisions de juridiction sociale qui viennent requalifier des contrats de joueurs, avec toutes les conséquences Bien sûr. que ça peut avoir. Vous avez une question très délicate qui commence à être appréhendée aujourd'hui, qui est la question de la santé des joueurs. Les joueurs aujourd'hui les joueurs e-sportifs sont confrontés à des risques qui sont multiples, des risques qui sont liés au stress de l'effort de performance qui leur est demandé, comme les sportifs, le risque lié aux addictions des jeux vidéo, les addictions aux écrans, tous les risques liés au cyberharcèlement, en réalité, puisqu'ils ont une semi-casquette influenceur, ils sont confrontés et deviennent des personnalités publiques. Et ça, en effet, c'est souvent mal apprécié, d'autant que si les risques commencent à être de plus en plus connus, la question de qui porte la responsabilité en cas de difficulté, est-ce que c'est le club qui emploie un prestataire externe? Est-ce que c'est l'organisateur de l'événement? Aujourd'hui, il n'y a rien qui règle ces questions? Il y a une grande selon l'organisateur, selon le club, une grande diversité de situations. Alors souvent, ils n'ont pas envie de prendre en charge ces risques. Ils sont différents. C'est difficile de les mesurer en plus. Tout à fait. Alors, il y a une prise de conscience et évidemment, faire évoluer les joueurs dans les meilleures conditions, évidemment favorable au club, favorable aux performances et favorable à l'issue. Mais il y a toujours cette limite. Est-ce que tous les prestataires auxquels on fait appel impliquent qu'on prenne en charge leur santé et leurs moyens? Évidemment, ce sont d'autres enjeux et d'autres budgets. On va conclure là-dessus. Merci Pierre-Xavier Chomiak de SAS. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur de PCS Avocat. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.